Christophe Salabourdillon, bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Bonjour, merci Sky pour votre invitation. Donc je suis Christophe Salabourdillon, je suis professeur en intelligence économique, en éthique, en économie. J'enseigne surtout sur le campus Artem qui regroupe l'école ICN Business School, l'école des mines de Nancy et l'ENSAD qui est l'école des beaux-arts et design de Nancy. J'enseigne également dans plusieurs écoles d'ingénieurs. J'ai la chance d'être professeur invité à Polytechnique, j'enseigne aussi à Centrale Supélec et j'enseigne dans 7 pays sur une quinzaine de campus, en français, également en anglais. Avant d'être professeur, c'est un choix que j'ai fait à 47 ans de devenir professeur. Avant d'être professeur, j'ai travaillé pendant 25 ans en entreprise, toujours à des postes de direction et toujours à l'international, aux achats, à l'export, en fusion-acquisition. Donc à 47 ans, j'ai décidé de devenir professeur parce que je trouvais que les jeunes que j'avais en stage et les jeunes en général que l'on accueillait en entreprise étaient souvent pas très aguerris au niveau international, au niveau négociation, etc. Et j'avais envie de transmettre mon expérience. Donc j'ai pris le risque de devenir professeur et de perdre 70% de salaire, parce qu'il faut le savoir, les professeurs ne sont pas très bien payés quand vous avez du privé. Et donc je voyage beaucoup, j'ai la chance d'être allé dans plus de 100 pays. Et là, je rentre de Chine, où j'ai enseigné à Chengdu et à Shanghai sur 3 campus. Voilà. Et vous parlez 5 langues ? Voilà, j'ai la chance de parler plusieurs langues. Je ne parle pas chinois, mais d'ailleurs, à ce propos... Alors déjà aujourd'hui, on va parler médias, on va parler propagande, construction de l'information, construction de vidéobombes, comme vous les nommez. Avec plaisir. Est-ce que vous voyez de la propagande sur notre territoire, que ce soit américaine, russe, saoudienne, auvergnate ou quoi que ce soit ? Alors, comment capturer des cerveaux ? L'idée, c'est comment arriver à capturer et mobiliser des cerveaux. L'idée, c'est comment faire pour que la population ne soit pas livrée à toutes les propagandes, aux 4 vents de la propagande. Ce que je dis à mes étudiants, si vous voulez, je leur donne un peu les déterminants du comment être un citoyen libre, finalement. Je leur dis, vous savez, la première étape, il y a 2 étapes clés. C'est 1, capturer les cerveaux, 2, les mobiliser. La première étape, capturer les cerveaux, c'est gagner 3 batailles, finalement. La bataille des idées, la bataille des émotions, la bataille des valeurs. C'est ce que les Grecs, vous voyez, j'ai rien inventé, les Grecs appelaient pathos, enfin logos, pathos, ethos. J'ai retrouvé ma question de tout à l'heure. Je vous en prie. Comment se construire une représentation du monde et interagir avec lui où l'information est instrumentalisée ? Ouf, c'est pas une petite question là. Que l'information soit instrumentalisée, c'est complètement évident. C'est à nous de nous former et je pense qu'il ne faut pas être des lapins de 6 semaines. Et il faut former les étudiants, les aguerrir pour qu'ils ne reçoivent pas comme une éponge l'information comme ça. Il faut qu'ils la mettent en doute et tant qu'ils n'en sont pas sûrs, je veux dire qu'ils sachent rester sur la case je ne sais pas. C'est ça qui me semble essentiel, c'est savoir rester sur la case je ne sais pas. Comment on fait quand c'est le cerveau des gens, le lieu de guerre ? On dit l'AFP en Afrique, c'est Agence France Propagande. On discute avec des Africains, on est sur Internet, ils veulent plus entendre parler c'est drôle de parce que l'AFP. moi, l'AFP, j'y vais souvent avec mes propres étudiants et je les trouve assez professionnels. Voilà, bon, là... Bon, enfin en tout cas au niveau méthodo, parce que moi ce que je regarde beaucoup c'est la méthodo d'acquisition de l'information, les sources primaires, recoupement des sources primaires, le contradictoire, la non-caricature, etc. Bon, pour moi l'AFP c'est pas trop mal, hein, enfin à ma connaissance, enfin de ce que je peux voir. Alors qu'il y ait des ratés, bon sûrement, hein, mais à ma connaissance ils sont pas dans l'influence. Enfin,
Moins que... Françaises, Français. La situation politique en France paraît bloquée et l'une des raisons fondamentales de ce verrouillage se trouve dans les médias. J'en veux pour preuve un exemple qui m'a frappé et que je voudrais vous présenter tout de suite. Le 16 novembre, le secrétaire d'État américain, d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, M. Mike Pompeo de l'administration Trump, a commencé une tournée et est arrivé en France pour rencontrer le président Emmanuel Macron. Et regardez ce que j'ai trouvé dans la presse, les titres rendant compte de cette rencontre. Ouest France, Emmanuel Macron a reçu Mike Pompeo en regardant déjà vers Joe Biden. TV5 Monde, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. Le journal 20 minutes, Emmanuel Macron reçoit Mike Pompeo mais regarde déjà vers Joe Biden. À la chaîne Arte, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. BFM TV, Macron reçoit Pompeo, secrétaire de l'administration Trump, mais se tourne déjà vers Biden. Challenge, États-Unis, Macron reçoit Pompeo, mais regarde déjà vers Biden. Le Figaro, Macron a reçu Pompeo, mais regarde déjà vers Biden. La Croix, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. Le Point, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. L'Obs, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. La Nouvelle République, Mike Pompeo reçu par Emmanuel Macron qui a le regard déjà tourné vers Joe Biden. Orange Actualité, Macron a reçu Pompeo en regardant déjà vers Biden. La Provence, Macron reçoit Pompeo mais regarde déjà vers Biden. Bon, je m'arrête là. On dirait presque un sketch. Pourquoi cette situation ? Tout simplement parce que, en fait, ils se sont inspirés du titre de la même dépêche de l'AFP. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'inspirent tous du titre de la dépêche de l'AFP ? Il faut parler ici de la situation des médias en général et tout particulièrement des médias papier. Il se trouve qu'avec le développement d'Internet, de moins en moins de personnes vont acheter des journaux papier. Ils vont sur Internet pour trouver l'information gratuite. Comme ils sont moins achetés, leur situation financière devient plus précaire. Ils ont souvent des déficits d'exploitation. Comme ils ont des déficits d'exploitation, ils essaient d'augmenter leurs recettes auprès d'annonceurs. Donc ils sont obligés de passer sous les fourches caudines de leurs annonceurs éventuellement. Et puis ils réduisent leur personnel, c'est-à-dire qu'ils licencient des journalistes, ou ils ne renouvellent pas des journalistes qui partent, ou bien ils embauchent des stagiaires d'écoles de journalisme. C'est-à-dire que les journalistes chevronnés, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins pour traiter une actualité qui est toujours identique, peut-être même, qui est même supérieure. Donc, qu'est-ce que font les journalistes ? Il se trouve que j'ai quelques amis journalistes, et qui me disent leur mal de vivre. Parce que souvent, ils ont tellement de travail pour si peu de monde, qu'ils sont obligés de céder à la facilité en recopiant l'AFP sur des titres, comme par exemple sur cette affaire de Pompeo. Alors, comme ils ont une situation financière qui s'aggrave, ils demandent des subventions à l'État dans le cadre de l'aide de l'État aux journaux et notamment de l'aide à la diversité des journaux, le maintien de la diversité de l'opinion. Alors, il faut bien comprendre quand même que la presse française mange dans la main de l'État. Les journaux, les radios que je mentionnais, ont toutes fait un titre à peu près identique qui, en fait, provient de l'agence France-Presse de l'AFP. Ça m'amène à parler rapidement de l'AFP. L'agence France-Presse a été créée à la Libération en 1944. Elle se voulait être une agence de presse qui serait indépendante, notamment de tous les journaux qui avaient sombré dans la collaboration et qui avaient été entièrement investis par les puissances d'argent, comme le dénonçait le Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, l'AFP est un organisme privé à statut particulier. Son statut lui interdit d'être financée par l'État, théoriquement, mais en réalité, elle l'est quand même. Elle dépend
dans ses ressources, elle dépend de seules ressources commerciales, mais à l'intérieur de ces ressources commerciales, il y a quand même l'abonnement par les services publics. Il faut y ajouter également une subvention d'équilibre. Alors, tout ça est un peu brinque-ballant, parce qu'il y a l'Union européenne qui a mis son nez là-dedans, notamment suite à une plainte d'une agence de presse allemande. La pérennité du mode de financement de l'agence France Presse est actuellement garantie par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Et donc, a priori, l'Union européenne met son grain de sel là-dedans. En 2016, les abonnements de l'État, par exemple pour servir tel ou tel ministère, pour telle ou telle préfecture ou ambassade, les abonnements de l'État d'une part, et une subvention pour mission d'intérêt général, scrupuleusement regardée par l'Union européenne, se sont élevés au total à 128 millions d'euros pour des recettes nettes, je parle en 2016, de 296 millions d'euros. Ça veut dire que l'État a quand même financé l'agence France Presse en 2016 à hauteur de 43,2% de ses recettes. Les 56,8% restants, ce sont des financements d'origine privée, notamment des abonnements par de très nombreux journaux à travers le monde. Mais en fait, j'ai cherché, peut-être que vous trouverez mieux que moi, c'est totalement opaque. Je ne sais pas qui finance l'AFP. Est-ce que le reste, ce ne sont que des abonnements de journaux ou est-ce qu'il y a des généreux donateurs? Est-ce qu'il y a des, je sais pas moi, des fondations américaines ou qataries ou j'en sais rien, peut-être pas, j'en sais rien du tout, ça m'a l'air très opaque. En attendant, ça veut donc dire que l'AFP dépend étroitement de l'État, à 43,2%. Alors je suis allé regarder d'un petit peu plus près l'AFP. Le président de l'agence France Presse, aujourd'hui, s'appelle M. Fabrice Friess. F-R-I-E-S. C'est un ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, en filière lettres, puis ensuite un ancien élève de l'ENA, la promotion d'Hydro, puis il est entré à la Cour des comptes, puis il a été ensuite auprès de Jacques Delors au cabinet de la Commission européenne. Il a ensuite, après avoir été à la Commission européenne, fait sa carrière à la Compagnie Générale des Eaux, actuellement appelée Vivendi, puis chez ce grand groupe de publicité et de communication qui s'appelle Publicis, et il est devenu PDG de l'agence France Presse en avril 2018. Alors ça veut dire quoi? Comment devient-on d'ailleurs PDG de l'agence France Presse? Eh bien on le devient par un vote du conseil d'administration, mais quand on regarde le conseil d'administration de l'AFP, on voit que ce sont des directeurs ou présidents de syndicats de la presse nationale, etc. En fait, tout ça, ce sont des journaux français au niveau national, au niveau régional ou local, pour l'essentiel. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que l'agence France Presse est théoriquement une agence indépendante, mais 43% de ses financements viennent de l'État, et le président de l'agence France Presse ne peut pas être élu par le conseil d'administration sans le feu vert de l'Élysée. Je trouve quand même que c'est assez révélateur que l'agence France Presse a à sa tête quelqu'un qui n'a pas été nommé par l'État stricto sensu, mais sa nomination, son élection ne peut pas se faire sans le feu vert de l'Élysée, puisque je rappelle que l'agence France Presse dépend à 43% de financement de l'État, que ce monsieur Friess, qui est certainement quelqu'un de très bien, très intelligent, il n'en demeure pas moins qu'il a fait une partie de sa carrière à la Commission européenne, et que sa femme et son frère travaillent à très haut niveau à la Commission européenne. Tout ceci donne à penser que l'agence France Presse n'est pas dans les conditions d'indépendance des informations qu'elle doit pourtant avoir d'après son statut. On se retrouve donc dans la situation que la grande majorité des journaux français, du fait des contraintes financières, dépendent de l'État pour les subventions d'une part, et dépendent par ailleurs de l'agence France Presse pour les informations d'autre part. Comme ils ont très peu de personnel, ils reprennent très souvent, sans esprit critique, les titres ou les contenus de l'agence France Presse. Et l'agence France Presse elle-même est dans les mains de l'État et tenue par une oligarchie qui pousse à développer constamment le discours euro-atlantiste. Tout ça sur fond d'État. Dans les rumeurs qui circulent, il y en a qui sont complètement fantaisistes, bien entendu. Et d'ailleurs, qu'on met souvent en avant. Par exemple, sur l'affaire de la Terre plate.
Mais ça n'existe pas, c'est pas vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent que la Terre est plate. Cette affaire a été sortie d'un chapeau par les grands médias pour faire croire par amalgame que si vous vous inquiétez du contenu du vaccin anti-Covid-19, c'est que vous êtes complotiste, comme les gens qui croient que la Terre est plate. Donc si vous êtes inquiet sur des vaccins, vous pensez que la Terre est plate. Voilà, donc vous êtes un imbécile. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est drôle parce que moi, l'AFP, j'y vais souvent avec mes propres étudiants et je les trouve assez professionnels. Voilà, bon, là... Bon, enfin en tout cas au niveau méthodo, parce que moi ce que je regarde beaucoup c'est la méthodo d'acquisition de l'information, les sources primaires, recoupement des sources primaires, le contradictoire, la non-caricature, etc. Bon, pour moi l'AFP c'est pas trop mal, hein, enfin à ma connaissance, enfin, de ce que je peux voir. Alors qu'il y ait des ratés, bon sûrement, hein, mais à ma connaissance ils sont pas dans l'influence, enfin moins que... Donc je suis Christophe Stalabourdillon, je suis professeur en intelligence économique, en éthique, en économie. J'enseigne surtout sur le campus Artem qui regroupe l'école ICN Business School, l'école des mines de Nancy et l'ENSAD qui est l'école des beaux-arts et design de Nancy. J'enseigne également dans plusieurs écoles d'ingénieurs. J'ai la chance d'être professeur invité à Polytechnique, j'enseigne aussi à Centrale Supélec et j'enseigne dans 7 pays sur une quinzaine de campus. 7 pays sur une quinzaine de campus. C'est pas une thérapie de 6 semaines. Est-ce que vous voyez de la propagande sur notre territoire? Auvergnate, quoi que ce soit. Comment faire pour que la population ne soit pas livrée à toutes les propagandes, aux 4 vents de la propagande? Comment se construire une représentation du monde et interagir avec lui où l'information est instrumentalisée? Comment on fait quand c'est le cerveau des gens le lieu de guerre? And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.